En 1908, dans un bureau luxueux de Wall Street, un jeune journaliste ambitieux se retrouve face à l'homme le plus riche du monde. Andrew Carnegie propose alors à Napoleon Hill un défi extraordinaire: étudier et décoder les secrets du succès des plus grands entrepreneurs américains. Cette mission, qui s'étendra sur plus de 2 décennies, donnera naissance à l'un des ouvrages les plus influents de tous les temps, La loi du succès. À travers 16 lois fondamentales, du but défini à la règle d'or, en passant par la confiance en soi, l'initiative, l'imagination, l'enthousiasme, la maîtrise de soi, l'habitude de faire plus, la personnalité attrayante, la pensée précise, la concentration, la coopération, l'apprentissage par l'échec, la tolérance et l'énergie universelle, Hill a créé une véritable boussole vers la réussite. Ces principes ne sont pas de simples théories, mais des lois testées et éprouvées par les plus grands visionnaires de l'histoire. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous une technique secrète que Hill a découverte lors de son entretien avec Henry Ford, une méthode qui pourrait transformer votre approche du succès dès aujourd'hui. Attachez vos ceintures, nous embarquons pour un voyage qui pourrait bien changer le cours de votre vie. Première loi, le cerveau collectif. En 1908, lors d'une rencontre historique avec Andrew Carnegie, Napoleon Hill découvrit un concept révolutionnaire qui allait transformer sa vision du succès: le principe du cerveau collectif. Ce concept, qu'il développa ensuite dans La loi du succès, repose sur une vérité fondamentale. La puissance naît de l'alliance harmonieuse des esprits. Imaginez 2 musiciens talentueux jouant séparément. Maintenant, visualisez-les jouant ensemble en parfaite harmonie. Cette synergie crée une mélodie plus riche, plus profonde que la simple addition de leurs talents individuels. C'est exactement ainsi que fonctionne le cerveau collectif. Thomas Edison illustre parfaitement ce principe. Malgré son manque d'éducation formelle, il réussit à devenir l'un des plus grands inventeurs de l'histoire en s'entourant d'esprits brillants qui partageaient sa vision. Cette alliance harmonieuse d'intelligence lui permet de transcender ses limites individuelles. Le cerveau collectif nécessite 2 éléments essentiels: un objectif commun clairement défini et une harmonie parfaite entre les participants. Cette harmonie n'est pas simplement une bonne entente, mais une véritable synchronisation des esprits qui permet l'émergence d'idées nouvelles et de solutions innovantes. Dans le monde des affaires modernes, ce principe s'illustre particulièrement bien dans les entreprises technologiques où des équipes multidisciplinaires collaborent en parfaite synergie. Chaque membre apporte ses compétences uniques, mais c'est leur alliance harmonieuse qui permet l'émergence d'innovations révolutionnaires. Le cerveau collectif fonctionne comme une station émettrice-réceptrice où chaque esprit contribue et reçoit des idées, créant ainsi une intelligence collective supérieure à la somme de ses parties. Cette synergie intellectuelle devient alors un catalyseur puissant de créativité et d'innovation, transformant des rêves individuels en réalisations collectives extraordinaires. Troisième loi, la confiance en soi. En 1912, un jeune vendeur d'assurance se tenait devant son miroir, tremblant à l'idée de rencontrer ses premiers clients. Chaque matin, pendant des mois, il se répétait inlassablement « Je peux y arriver, je vais y arriver ». Cette pratique, apparemment simple, transforma progressivement sa peur en une confiance inébranlable. Ce vendeur devint plus tard l'un des agents d'assurance les plus performants de son époque. Napoleon Hill utilise cette histoire pour illustrer que la confiance en soi n'est pas innée, mais se cultive consciemment. Il la compare à un muscle qui se renforce à travers des exercices quotidiens. Cette confiance, explique-t-il, naît de la connaissance approfondie de soi-même et de ses capacités, combinée à une pratique constante de l'autosuggestion positive. L'auteur souligne l'importance de l'attitude physique dans le développement de la confiance. Il raconte comment Theodore Roosevelt, naturellement chétif et asthmatique, transforma sa faiblesse en force grâce à un programme rigoureux d'exercice physique. Cette transformation physique engendra une métamorphose mentale, faisant de lui l'un des présidents les plus charismatiques des États-Unis. La confiance en soi, selon Hill, se nourrit également de petites victoires quotidiennes. Il conseille de commencer par des objectifs modestes mais réalisables, créant ainsi un cercle vertueux de succès qui renforce progressivement l'estime de soi. Il cite l'exemple d'Andrew Carnegie,
qui commença comme simple ouvrier avant de devenir le magnate de l'acier, construisant sa confiance étape par étape. Cette loi nous enseigne que la confiance en soi n'est pas un trait de caractère fixe, mais une compétence qui se développe par la pratique délibérée, l'autosuggestion positive et l'accumulation d'expériences réussies. Comme une graine qui devient un arbre majestueux, la confiance en soi grandit avec patience et persévérance, transformant les doutes en certitudes et les échecs en tremplin vers le succès. Quatrième loi, l'habitude d'économiser. Au début du XXe siècle, un jeune ouvrier d'usine décida de mettre de côté 10% de son maigre salaire, malgré les moqueries de ses collègues qui dépensaient tout leur argent dans les tavernes locales. 20 ans plus tard, alors que ses anciens collègues vivaient toujours au jour le jour, il était devenu propriétaire de plusieurs immeubles locatifs. Cette histoire, rapportée par Napoleon Hill, illustre parfaitement la puissance de l'habitude d'économiser. Hill explique que l'économie n'est pas simplement une question d'argent, mais une discipline mentale qui façonne notre caractère. Il compare cette habitude à un ruisseau qui, goutte après goutte, finit par creuser la roche la plus dure. L'auteur insiste sur le fait que ce n'est pas tant le montant épargné qui compte, mais la régularité et la discipline de l'acte d'économie. L'histoire de John D. Rockefeller illustre parfaitement ce principe. Dès son premier emploi comme comptable, il notait méticuleusement chaque centime dépensé et économisé dans un petit carnet. Cette discipline, maintenue tout au long de sa vie, contribua significativement à faire de lui l'homme le plus riche de son époque. Il souligne également l'importance psychologique de l'épargne. Économiser développe la maîtrise de soi, la patience et la capacité à différer la gratification immédiate pour un bénéfice futur plus important. Il raconte comment Henry Ford, même au sommet de sa réussite, continuait à pratiquer une gestion prudente de ses ressources, comprenant que la vraie richesse réside dans l'habitude d'économiser plutôt que dans l'accumulation elle-même. Cette loi nous enseigne que l'épargne est au plus qu'une simple accumulation d'argent. C'est une école de caractère qui développe la patience, la prévoyance et la maîtrise de soi, qualité essentielle pour toute réussite durable. Comme le dit Hill, l'habitude d'économiser est la fondation sur laquelle toute fortune solide est bâtie. Cinquième loi, l'initiative et le leadership. Imaginez un jeune employé dans une usine de Detroit au début des années 1900. Alors que ses collègues se contentaient de suivre les instructions, il prenait systématiquement l'initiative d'améliorer les processus de production sans qu'on le lui demande. Ce jeune homme, qui deviendra plus tard un cadre supérieur, incarnait parfaitement ce que Napoleon Hill définit comme l'initiative. Faire ce qui doit être fait sans qu'on vous le demande. Hill explique que l'initiative est indissociable du leadership. Un véritable leader ne se contente jamais d'attendre les ordres, il anticipe et agit. Il illustre ce principe en citant que jamais personne n'a atteint une position d'autorité sans avoir d'abord maîtrisé l'art de prendre des initiatives. Pour développer ces qualités, Hill propose une approche pragmatique. Vaincre la procrastination, cultiver une attitude coopérative et surtout donner plus qu'on ne reçoit. Il insiste particulièrement sur l'importance de connaître 3 éléments essentiels: ses collaborateurs, son domaine d'activité et soi-même. Le leadership, selon Hill, n'est rien d'autre que de l'influence. Cette influence se construit jour après jour, à travers des actions concrètes et une attitude exemplaire. Il raconte comment des leaders comme Henry Ford ont bâti leur succès non pas en donnant des ordres, mais en montrant l'exemple et en inspirant leurs équipes à se dépasser. L'auteur souligne également l'importance cruciale de l'attitude coopérative dans le leadership. Un véritable leader ne cherche pas à dominer, mais à élever ceux qui l'entourent. Il doit être prêt à investir dans le développement de ses collaborateurs, tant sur le plan professionnel que personnel. Cette loi nous enseigne que le véritable leadership ne s'obtient pas par un titre ou une position, mais se cultive à travers des actions quotidiennes, de l'initiative constante et un engagement sincère envers le succès collectif. Sixième loi, l'imagination. En 1899, Charles Selden, un journaliste du Times, écrivit un article ridiculisant l'idée des frères Wright de créer une machine volante. Pourtant, 4 ans plus tard,
Leur imagination transformait ce rêve impossible en réalité à Kitty Hawk. Cette histoire, souvent citée par Napoleon Hill, illustre parfaitement la puissance transformatrice de l'imagination créatrice. Hill distingue deux types d'imagination. L'imagination synthétique, qui réarrange des idées existantes de façon nouvelle, et l'imagination créatrice, qui fait naître des concepts entièrement nouveaux. Il explique comment Thomas Edison utilisait ces deux formes d'imagination, passant des heures dans son laboratoire à visualiser ses inventions avant même de commencer à les construire. L'auteur raconte comment Walt Disney, alors simple dessinateur, imagina un monde où les dessins prendraient vie. Beaucoup le considéraient comme un rêveur, mais son imagination, combinée à une détermination inébranlable, donna naissance à une révolution dans le divertissement. Cette histoire démontre que l'imagination n'est pas un simple exercice mental, mais un outil puissant de transformation de la réalité. Il insiste sur l'importance de cultiver son imagination comme un muscle. Il conseille de réserver chaque jour un moment de calme pour laisser son esprit vagabonder librement, explorer de nouvelles possibilités et visualiser ses objectifs avec précision. Il compare ce processus à un architecte qui doit d'abord voir le bâtiment dans son esprit avant de pouvoir le construire dans la réalité. L'imagination, selon Hill, est la force créatrice qui transforme les rêves en innovations concrètes. Elle est le pont entre le monde des idées et celui de la réalité matérielle. Comme il le souligne, chaque grande réalisation, chaque avancée significative a d'abord existé dans l'imagination de quelqu'un avant de devenir réalité. C'est le pouvoir de l'imagination qui distingue les innovateurs des suiveurs, les leaders des exécutants. 7e loi, l'enthousiasme. En 1914, un jeune vendeur de rue nommé Charles Schwab se démarquait de ses concurrents non pas par ses produits, mais par son enthousiasme contagieux. Même par les journées les plus froides de Chicago, son sourire chaleureux et son énergie débordante attirèrent les clients comme un aimant. Cette attitude le propulsa rapidement au sommet de son industrie, faisant de lui l'un des hommes d'affaires les plus prospères de son époque. Napoleon Hill considère l'enthousiasme comme une force vitale, une énergie qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Il explique que l'enthousiasme n'est pas simplement une émotion passagère, mais un état d'esprit cultivé consciemment, qui agit comme un amplificateur naturel de nos capacités. L'auteur raconte comment Theodore Roosevelt utilisait son enthousiasme légendaire pour galvaniser ses troupes pendant la guerre hispano-américaine. Même dans les situations les plus difficiles, son énergie positive transformait le moral de ses soldats, prouvant que l'enthousiasme est contagieux et peut influencer positivement tout un groupe. Il souligne que l'enthousiasme authentique ne peut naître que d'une véritable passion pour ce que l'on fait. Il compare cette qualité à un feu intérieur qui doit être alimenté quotidiennement par des actions positives et une vision claire de ses objectifs. L'enthousiasme, explique-t-il, est la différence entre faire quelque chose et le faire remarquablement bien. Cette force vitale se manifeste physiquement, dans la voix, la posture, les gestes, le regard. Hill conseille de commencer chaque journée avec des exercices physiques et mentaux qui stimulent cet état d'esprit positif. Il insiste sur le fait que l'enthousiasme peut être cultivé délibérément, même dans les moments difficiles, en se concentrant sur les aspects positifs de chaque situation. L'enthousiasme, conclut Hill, est le carburant qui alimente le moteur du succès. C'est la qualité qui transforme les obstacles en opportunités et les échecs en tremplin vers la réussite. 8e loi, la maîtrise de soi. Au début du XXe siècle, un jeune homme au tempérament explosif travaillait dans une usine sidérurgique. Après avoir perdu plusieurs emplois à cause de ses accès de colère, il découvrit les enseignements de Napoleon Hill sur la maîtrise de soi. En appliquant méticuleusement ces principes pendant un an, il transforma sa vie, devenant l'un des contremaîtres les plus respectés de son industrie. Hill considère la maîtrise de soi comme la clé de voûte du succès personnel. Il explique que nos émotions sont comme un cheval sauvage. Soit nous les maîtrisons, soit elles nous maîtrisent. Il raconte comment Andrew Carnegie, malgré les pressions intenses du monde des affaires, maintenait toujours son calme, prenant des décisions cruciales avec une sérénité remarquable. L'auteur met en lumière l'histoire de Benjamin Franklin,
qui établit un système rigoureux d'auto-évaluation quotidienne pour développer sa maîtrise de soi. Chaque soir, Franklin examinait ses actions de la journée, notant ses succès et ses échecs dans le contrôle de ses impulsions. Cette pratique systématique transforma progressivement son caractère. La maîtrise de soi, selon Hill, s'étend au-delà du simple contrôle des émotions négatives. Elle englobe la gestion de nos habitudes, de notre temps, de nos pensées et même de notre alimentation. Il insiste sur l'importance de développer des rituels quotidiens qui renforcent cette discipline, comme la méditation matinale ou la pratique du silence. Il souligne que la véritable maîtrise de soi n'est pas synonyme de répression, mais plutôt de canalisation constructive de nos énergies. Il compare ce processus à un jardinier qui ne supprime pas la force de croissance de ses plantes, mais la dirige pour obtenir les meilleurs résultats. Cette loi nous enseigne que le plus grand pouvoir n'est pas celui que nous exerçons sur les autres, mais celui que nous exerçons sur nous-mêmes. Comme le dit Hill, celui qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui conquiert une ville. 9e loi, l'habitude de faire plus ce pourquoi on est payé. Au début de sa carrière, un jeune employé de banque nommé Frank Woolworth passait ses pauses déjeuner à réorganiser les vitrines du magasin. Bien que cela ne fasse pas partie de ses attributions, cette initiative, prise sans attendre de récompense immédiate, le conduisit à découvrir sa véritable passion pour le commerce de détail. Il créa plus tard l'une des plus grandes chaînes de magasins des États-Unis, les célèbres magasins Woolworth. Napoleon Hill considère cette loi comme le secret le mieux gardé du succès. Il raconte comment Andrew Carnegie appliquait systématiquement ce principe en arrivant plus tôt au travail, en restant plus tard et en assumant volontairement des responsabilités supplémentaires. Cette attitude le distingua rapidement de ses collègues et accéléra son ascension professionnelle. L'auteur illustre ce concept à travers l'histoire d'un jeune coursier qui, lors de ses livraisons, prenait l'initiative de mémoriser les noms et les préférences des clients réguliers. Sans qu'on le lui demande, il personnalisait chaque interaction, créant ainsi une expérience unique. En moins d'1 an, il fut promu responsable du service client. Hill explique que cette habitude crée ce qu'il appelle le surplus de service, une valeur ajoutée qui nous distingue dans un monde où la plupart des gens se contentent du minimum. Il compare cette approche à un compte en banque mental. Chaque effort supplémentaire est un dépôt qui rapportera des intérêts composés sous forme d'opportunités futures. Cette loi fonctionne, selon Hill, parce qu'elle développe 3 qualités essentielles: l'initiative, la créativité et la réputation d'excellence. Il souligne que les promotions et les opportunités vont naturellement vers ceux qui démontrent déjà leur capacité à assumer plus de responsabilités. L'essence de cette loi réside dans une vérité simple. Le succès vient rarement à ceux qui font uniquement ce qu'on attend d'eux. C'est en allant au-delà des attentes qu'on crée sa propre chance et qu'on ouvre la porte aux opportunités exceptionnelles. 10e loi, la personnalité magnétique. En 1923, un jeune vendeur d'assurance nommé Frank Bedger était au bord de la faillite. Après avoir découvert les principes de la personnalité magnétique de Napoleon Hill, il transforma radicalement son approche. Au lieu de se concentrer uniquement sur ses ventes, il développa un intérêt sincère pour ses clients, mémorisant leurs noms, leurs passions et leurs besoins. En quelques mois, il devint le meilleur vendeur de sa compagnie. Il définit la personnalité magnétique comme l'art de créer une attraction positive et naturelle chez les autres. Il raconte comment Dale Carnegie, initialement timide et maladroit en public, développa une personnalité si attrayante qu'il devint l'un des conférenciers les plus demandés de son époque. Son secret, une attention sincère portée aux autres et une capacité à les faire se sentir importants. L'auteur souligne que la personnalité magnétique repose sur plusieurs piliers fondamentaux: l'art d'écouter activement, la sincérité dans les relations, l'empathie véritable et la capacité à faire ressortir le meilleur chez les autres. Il illustre ces principes à travers l'exemple de Theodore Roosevelt qui, malgré ses hautes fonctions, avait le don de faire sentir chaque personne qu'il rencontrait comme la plus importante au monde. Hill insiste sur le fait que cette qualité n'est pas innée, mais peut être développée consciemment. Il compare ce développement à l'accordage d'un instrument de musique.
Chaque aspect de notre personnalité doit être ajusté pour créer une harmonie parfaite. La voix, la posture, le langage corporel, tout doit contribuer à créer une présence positive et mémorable. La personnalité magnétique, explique Hill, n'est pas une façade artificielle, mais le résultat d'un développement authentique de qualités humaines positives. C'est la capacité à rayonner de l'intérieur, à inspirer confiance naturellement et à créer des connexions significatives avec les autres. Comme il le dit si bien, les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. 11e loi, la pensée claire. En 1905, un jeune employé de bureau suisse nommé Albert Einstein passait ses pauses déjeuner à réfléchir profondément sur la nature du temps et de l'espace. Cette habitude de pensée claire et focalisée le conduisit à formuler sa théorie de la relativité, révolutionnant notre compréhension de l'univers. Cette histoire, souvent citée par Napoleon Hill, illustre parfaitement la puissance de la pensée claire et précise. Hill définit la pensée claire comme la capacité à organiser et à diriger ses pensées vers un objectif spécifique, éliminant les distractions et les idées parasites. Il compare ce processus à un laser qui concentre toute son énergie sur un seul point, perçant même les matériaux les plus durs. L'auteur raconte comment Thomas Edison, confronté à des milliers d'échecs dans sa quête pour inventer l'ampoule électrique, utilisait la pensée claire pour analyser méthodiquement chaque tentative infructueuse. Cette approche systématique lui permit finalement de réussir, prouvant que la clarté mentale est essentielle pour surmonter les obstacles. Hill souligne l'importance de créer un environnement propice à la pensée claire. Il conseille de réserver chaque jour un moment de calme pour la réflexion profonde, loin des distractions quotidiennes. Il compare ce temps à une séance de jardinage mental où l'on cultive ses idées les plus précieuses tout en éliminant les mauvaises herbes mentales. La pensée claire, explique Hill, n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais une discipline qui imprègne tous les aspects de la vie. Il raconte comment Henry Ford appliquait ce principe non seulement dans la conception de ses voitures, mais aussi dans la gestion de son entreprise, simplifiant les processus complexes pour les rendre plus efficaces. Cette loi nous enseigne que la qualité de nos pensées détermine la qualité de nos actions et par extension de nos résultats. Comme le dit si bien Hill, la pensée claire est à l'esprit ce que la mise au point est à l'appareil photo. Elle transforme le flou en une image nette et précise. 12e loi, la concentration. Au début du XXe siècle, un jeune inventeur passait 16 heures par jour dans son laboratoire, concentré sur un unique objectif, créer un filament durable pour l'ampoule électrique. Après des milliers d'essais infructueux, Thomas Edison réussit finalement grâce à sa concentration inébranlable. Cette histoire, chère à Napoleon Hill, illustre parfaitement la puissance de la concentration absolue. Hill définit la concentration comme l'art de focaliser toute son énergie mentale sur un objectif unique jusqu'à ce qu'il soit atteint. Il compare cette faculté à une loupe qui concentre les rayons du soleil sur un point précis, capable alors d'enflammer le papier. De même, explique-t-il, la concentration de nos pensées peut enflammer nos objectifs et les transformer en réalité. L'auteur raconte l'histoire de Charles Schwab qui avait l'habitude de traiter les problèmes un par un, refusant de passer au suivant avant d'avoir complètement résolu le premier. Cette méthode lui permit de devenir l'un des industriels les plus efficaces de son époque. Hill souligne que la concentration n'est pas une qualité innée, mais une compétence qui se développe par la pratique quotidienne. Il propose un exercice simple mais puissant. Choisir une tâche importante et y travailler sans interruption pendant des périodes définies, en augmentant progressivement la durée. Il compare ce processus à l'entraînement d'un muscle qui se renforce avec la pratique régulière. La concentration, selon Hill, est l'antidote à la dispersion mentale, ce fléau qui empêche tant de personnes talentueuses d'atteindre leur plein potentiel. Il explique que chaque interruption de notre concentration est comme une fuite dans un barrage. Même petite, elle peut finir par compromettre toute la structure. Cette loi nous enseigne que le succès n'est pas tant une question de talent que de capacité à maintenir une concentration soutenue sur nos objectifs les plus importants. Comme le dit Hill, ce n'est pas ce que nous faisons occasionnellement qui compte,
mais ce sur quoi nous nous concentrons constamment. 13e loi, la coopération. En 1908, deux frères passionnés d'aviation travaillaient dans leur modeste atelier de bicyclette à Dayton, Ohio. Orville et Wilbur Wright n'auraient jamais réussi à faire voler le premier avion sans leur extraordinaire coopération. Chacun compensait les faiblesses de l'autre, Orville étant plus technique, Wilbur plus théorique. Cette synergie parfaite, raconte Napoleon Hill, illustre la puissance transformatrice de la véritable coopération. Hill définit la coopération comme l'art de travailler harmonieusement avec les autres vers un objectif commun. Il raconte comment Henry Ford révolutionna l'industrie automobile non pas seul, mais en créant un environnement de coopération exceptionnel entre ingénieurs, ouvriers et gestionnaires. Cette alliance des talents permit la création de la première chaîne de montage efficace. L'auteur souligne que la coopération opère à deux niveaux: l'harmonieuse collaboration avec les autres et l'alliance avec ce qu'il appelle l'intelligence infinie. Il illustre ce concept à travers l'histoire d'Andrew Carnegie, qui attribuait son succès non pas à ses propres talents, mais à sa capacité à s'entourer des meilleurs esprits et à créer une synergie parfaite entre eux. Il insiste sur le fait que la véritable coopération va au-delà du simple travail d'équipe. Elle implique une compréhension profonde des motivations de chacun et la capacité à aligner les intérêts individuels avec un objectif commun plus grand. Il compare ce processus à un orchestre où chaque musicien, tout en jouant sa partition unique, contribue à créer une symphonie harmonieuse. La coopération, explique Hill, est le secret des plus grandes réalisations humaines. Aucune personne seule n'aurait pu construire un gratte-ciel, créer une entreprise mondiale ou envoyer l'homme sur la Lune. C'est uniquement à travers la coopération harmonieuse que les grands accomplissements deviennent possibles. Comme il le dit si bien, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. 14e loi, l'échec. En 1895, un jeune homme vit son entreprise faire faillite, le laissant avec une dette écrasante de 250 000 $. Au lieu de se décourager, Henry Ford analysa minutieusement les raisons de cet échec, en tira les leçons nécessaires et rebâtit ce qui allait devenir l'un des plus grands empires automobiles du monde. Cette histoire, souvent citée par Napoleon Hill, illustre parfaitement la véritable nature de l'échec. Hill redéfinit radicalement la notion d'échec, le présentant non pas comme une fin, mais comme un enseignement précieux sur le chemin du succès. Il raconte comment Thomas Edison, après plus de 10 000 tentatives infructueuses pour créer l'ampoule électrique, déclarait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Cette perspective transforme chaque échec en une étape nécessaire vers la réussite. L'auteur souligne que l'échec est souvent un déguisement temporaire du succès. Il cite l'exemple de Walt Disney, qui fut renvoyé d'un journal pour manque d'imagination et dont le premier studio fit faillite. Ces revers le poussent à analyser ses erreurs et à affiner sa vision, le conduisant finalement à révolutionner l'industrie du divertissement. Il insiste sur l'importance d'adopter ce qu'il appelle l'attitude scientifique face à l'échec. Comme un scientifique qui voit chaque expérience ratée comme une donnée précieuse, nous devons analyser nos échecs pour en extraire les leçons essentielles. Il compare ce processus à un sculpteur qui doit retirer plusieurs couches de pierre avant de révéler la beauté de sa statue. Cette loi nous enseigne que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais une partie intégrante de celui-ci. Comme le dit si bien Hill, chaque adversité, chaque échec, chaque chagrin porte en lui la graine d'un avantage équivalent ou plus grand. La véritable mesure du succès n'est pas l'absence d'échecs, mais notre capacité à nous relever et à apprendre de chacun d'entre eux. 15e loi, la tolérance. Au début du XXe siècle, Henry Ford fut critiqué pour avoir embauché des travailleurs de toutes origines et religions dans ses usines, une pratique peu commune à l'époque. Cette décision, basée sur la tolérance et l'ouverture d'esprit, se révéla être l'un des facteurs clés de son succès. Napoleon Hill utilise cette histoire pour illustrer comment la tolérance peut transformer une entreprise et une société. Hill définit la tolérance non pas comme une simple acceptation passive des différences, mais comme une force active qui enrichit notre compréhension du monde. Il raconte comment Andrew Carnegie
immigré écossais, construisit son empire en rassemblant des talents venus d'horizons divers, créant ainsi une synergie unique grâce à la diversité des perspectives. L'auteur souligne que la tolérance va bien au-delà de la simple acceptation des différences raciales ou religieuses. Elle englobe l'ouverture aux idées nouvelles, aux méthodes différentes et aux points de vue divergents. Il cite l'exemple de Thomas Edison qui encourage ses employés à explorer des solutions non conventionnelles, créant un environnement où l'innovation pouvait prospérer grâce à la diversité des approches. Il explique que l'intolérance est souvent le fruit de la peur et de l'ignorance, agissant comme des œillères qui limitent notre vision et notre potentiel. Il compare l'esprit intolérant à une fenêtre fermée qui empêche la lumière et l'air frais d'entrer, tandis que la tolérance ouvre grand les possibilités d'apprentissage et de croissance. La tolérance, selon Hill, est un multiplicateur de force dans le monde des affaires et de la vie personnelle. Il raconte comment des entrepreneurs prospères ont souvent trouvé leurs meilleures opportunités en s'ouvrant à des marchés, des cultures et des idées que d'autres avaient rejetées par préjugés. Cette loi nous enseigne que la véritable force réside dans notre capacité à embrasser la diversité sous toutes ses formes. Comme le dit Hill, l'esprit le plus fort est celui qui peut accueillir des idées contradictoires sans perdre sa capacité à fonctionner. Sixième loi, la règle d'or. En 1912, un jeune entrepreneur appliquait systématiquement un principe simple dans ses relations d'affaires, traiter chaque personne comme il aurait aimé être traité lui-même. Cette approche, que Napoleon Hill identifie comme la règle d'or, transforma un modeste magasin en l'empire commercial de J.C. Penney, devenant l'une des plus grandes chaînes de distribution américaines. Hill considère la règle d'or comme le principe ultime qui couronne toutes les autres lois du succès. Il raconte comment John D. Rockefeller, malgré sa richesse immense, maintenait une politique de traitement équitable envers tous, des concierges aux dirigeants. Cette attitude lui valut une loyauté exceptionnelle de ses employés et partenaires. L'auteur illustre la puissance de ce principe à travers l'histoire de Benjamin Franklin, qui transformait systématiquement ses adversaires en alliés en les traitant avec le respect et la considération qu'il aurait souhaité recevoir. Cette approche lui permet de devenir l'un des diplomates les plus efficaces de son époque. Hill souligne que la règle d'or n'est pas simplement une directive morale, mais une loi pratique du succès. Il explique comment cette approche crée un effet boomerang. Nos actions positives envers les autres nous reviennent multipliées. Il compare ce processus à un compte en banque émotionnel où chaque acte de bienveillance génère des intérêts composés sous forme d'opportunités et de relations positives. La règle d'or, selon Hill, doit s'appliquer dans toutes les dimensions de la vie, professionnelle, personnelle et sociale. Il raconte comment Andrew Carnegie attribuait une grande partie de son succès à l'application systématique de ce principe, créant un environnement où chaque employé se sentait valorisé et respecté. Cette loi finale nous enseigne que le véritable succès ne peut être atteint qu'en harmonisant nos actions avec les principes universels de respect et de réciprocité. Comme le dit Hill, ce que nous donnons aux autres détermine invariablement ce que nous recevons en retour. Je vais maintenant partager avec vous une technique secrète que Napoleon Hill a découverte lors de son entretien avec Henry Ford, une méthode qui pourrait littéralement transformer votre approche du succès dès aujourd'hui. Henry Ford avait une approche unique du succès que Napoleon Hill a découverte lors de leurs entretiens. Le secret ne résidait pas dans la vente de voitures, mais dans le service rendu à travers elles. Cette perspective transformatrice montre que la véritable richesse provient de la valeur que nous apportons aux autres. Ford était obsédé par l'amélioration continue et l'excellence opérationnelle. Il offrait même une récompense de 25 000 $ à quiconque pourrait lui montrer comment économiser un seul boulon ou écrou sur chaque voiture. Cette attention méticuleuse aux détails révèle un principe fondamental. Le succès réside dans la recherche constante de l'amélioration, même dans les plus petits aspects. Hill a découvert que Ford appliquait une méthode systématique dans son approche du succès. Il ne se contentait pas de fabriquer des voitures. Il créait un système complet de services et de valeurs. Sa richesse provenait non pas directement des ventes, mais de sa capacité à transformer sa vision en service concret pour la société. La technique secrète que Ford partageait avec Hill était simple mais puissante.
transformer chaque idée en action immédiate. Il ne suffisait pas d'avoir de bonnes idées, il fallait les mettre en œuvre rapidement et systématiquement. Ford démontre que le succès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une action délibérée et constante. Cette approche méthodique, combinée à une obsession du service et de l'amélioration continue, constitue l'essence de la méthode Ford que Hill a documentée. Elle nous enseigne que le véritable succès ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans la valeur que nous créons pour les autres à travers notre travail et notre engagement constant vers l'excellence. Nous arrivons au terme de ce voyage extraordinaire à travers les 16 lois du succès de Napoleon Hill, un héritage précieux né de 20 années d'études des plus grands entrepreneurs de l'histoire. Ces principes ne sont pas de simples théories, mais des lois éprouvées qui ont transformé d'innombrables vies à travers les générations. Ce que nous avons découvert aujourd'hui va bien au-delà d'un simple guide vers la réussite. Du but défini à la règle d'or, en passant par la confiance en soi et la maîtrise de soi, chaque loi s'imbrique parfaitement avec les autres pour former un système complet de développement personnel et professionnel. La véritable puissance de ces principes réside dans leur application simultanée et cohérente. Maintenant, je vous lance un défi. Choisissez une seule de ces lois, celle qui résonne le plus avec vous actuellement, et appliquez-la consciemment pendant les 30 prochains jours. Observez les changements qui s'opèrent dans votre vie, que ce soit l'habitude d'économiser, la pratique de l'initiative ou le développement de votre personnalité magnétique. Engagez-vous pleinement dans cette expérience. Je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Quelle loi avez-vous choisi d'appliquer? Quels changements observez-vous? Vos témoignages pourront inspirer d'autres personnes et créer une communauté d'apprentissage mutuel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres analyses de livres qui ont le pouvoir de transformer des vies. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun contenu. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, partagez-la avec ceux qui pourraient en bénéficier. Comme le disait Napoleon Hill, ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. À vous maintenant de transformer ces enseignements en actions concrètes pour créer la vie que vous désirez vraiment.